Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, messieurs... il faut prendre le micro. Ah oui. Messieurs les ministres, messieurs les représentants des corps diplomatiques, mesdames, messieurs, malgré la difficulté d'intéresser un large public à un sujet aussi spécialisé que celui traité ce soir, malgré la difficulté de mobiliser la presse et les relais d'entreprise sur un sujet aussi neuf pour la plupart d'entre eux, et malgré aussi un climat actuel peu propice aux réunions, nous avons pris la décision, et j'en assume la responsabilité, de maintenir cette conférence, sachant que la réunion d'une tribune comme celle de ce soir relevait d'une rare conjonction entre les disponibilités des agendas des présidents de Framatome, du Conseil national professionnel de la médecine nucléaire, de la Société française de médecine nucléaire, du directeur de Framatome Healthcare et de notre modérateur. Le choix de la date étant irrévocable, pour cette réunion qui s'inscrit dans un programme que nous développons depuis 3 ans et dont la dernière manifestation fut en novembre dernier à Paris-Dauphine, la conférence de Bernard Fontana, une industrie souveraine engagée au service de la relance du nucléaire face aux défis climatiques. L'audience de cette rencontre est appelée à des prolongements. Cette audience sera en fonction des moyens de communication que nos partenaires et nous-mêmes mettons en œuvre, chaînes YouTube, relais de presse, etc., pour toucher en France, en Europe, en Afrique, des entreprises, mais aussi des prescripteurs politiques, médiatiques, susceptibles d'orienter les décideurs des différents pays vers des offres françaises, qu'elles soient médicales, énergétiques ou industrielles. Au plan national, j'évoquerai simplement les actions entreprises dans les territoires et structures intercommunales qui sont une préoccupation tant pour les énergéticiens, comme en témoigne le succès des journées intitulées « Territoire et industrie », que pour le monde médical, confronté à la désertification sanitaire des territoires. Pour mener à bien ces actions territorialisées, formation des élus, mise en synergie des acteurs économiques territoriaux, nous venons de signer une convention avec l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays et plusieurs associations d'élus locaux, et nous espérons qu'une collaboration se dessinera avec le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire. Merci enfin au professeur Charlotte Lucet qui a bien voulu nous accueillir ce soir ici dans cet amphithéâtre. Je vous remercie. Merci M. Broquet. Avant de donner la parole à M. Fontana, je voudrais évoquer ici rapidement une personnalité qui aurait dû être avec nous, qui en lui-même était un lien entre la médecine nucléaire et les hommes du nucléaire, qui était le professeur André Orengo. Le professeur André Orengo nous a quittés le 8 mai, il y a 1 mois et demi. Il était polytechnicien, il était médecin, il a été membre du conseil d'administration d'EDF, il a été également chef du service de médecine nucléaire ici, à la Pitié-Salpêtrière. Il était membre de l'Académie de médecine, de l'Académie de technologie. Il avait sauvé un certain nombre d'enfants qui avaient été irradiés à Tchernobyl. Et donc, pour moi, si vous voulez, il a personnifié pendant toute une série d'années le lien qui existait entre la médecine nucléaire, d'une part, et les hommes du nucléaire. Il faisait partie des deux. Voilà, je l'ai évoqué. Je pense que je devais le faire. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Fontana en le présentant d'abord. D'une courte collaboration avec le professeur Maté il y a déjà un certain nombre d'années, j'en ai conclu que de temps en temps, il fallait rappeler, pour que ce soit compris par tout le monde, quelques données de base. Une centrale nucléaire, il y a 2 parties. Il y a une partie nucléaire, où sort l'énergie nucléaire d'une part, et il y a une partie classique,
ou de la vapeur qui n'est pas irradiée fait de l'électricité. La Framatome était chargée, et elle l'est toujours, au XXe siècle, de la partie îlonucléaire. C'était au départ une grosse PMI, puis elle est devenue une entreprise qui était une des premières du nucléaire mondial. Et cela ciblé grâce à son fondateur, Jean-Claude Lévy. Ensuite, au début du XXIe siècle, toute l'industrie nucléaire française a traversé un désert. Et Framatome aussi. Framatome y a même perdu son nom. Monsieur Fontana, en 2016, vous avez été nommé président du directoire de Framatome. Vous avez rétabli l'équilibre financier, qui est un premier exploit. Un second exploit, vous avez mené une politique industrielle qui a ramené de la compétence à Framatome. Aujourd'hui, vous avez fait plus, vous avez redonné une fierté à Framatome. Et vous êtes président du directoire d'une entreprise qui est une entreprise clé pour le programme nucléaire. Et je vous donne la parole. Merci. La barre est haute, donc merci en tout cas pour à tous et à toutes pour votre présence ce soir, et en particulier à Joël Broquet, Lionel Takoun, André Alexandrou Victor, le professeur Cachin et François Couchet, mon collègue, qui ont préparé cette réunion. Alors, je vais commencer par quelques mots sur Framatome, en espérant ne pas me tromper. Merci. J'appuie là, d'accord. Merci sur Framatome. Effectivement, nous sommes encore jeunes, 65 ans. Une entreprise qui a été créée pour faire les programmes nucléaires français. Et nous sommes, notre métier c'est le réacteur nucléaire. Nous nous présentons comme un chaudiériste, comme vous avez les motoristes dans les avions. Et bien, ce que nous faisons, c'est que depuis près de 65 ans, nous concevons des réacteurs nucléaires, nous en fournissant la chaudière nucléaire, et nous concevons, fabriquant des systèmes de contre-commande, des composants, des combustibles, et nous assurons la maintenance de centrales nucléaires. Alors pour vous nous donner une idée, l'année dernière, un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et nous sommes un peu plus de 18 000 collègues dans le monde. Et dans le monde, vous avez 92 réacteurs, il y en a 440 qui sont en exploitation, 92 qui sont des Framatome ou des Siemens nucléaires, puisque entre-temps nous nous sommes rapprochés de Siemens nucléaires. Alors, nos activités, très brièvement, avant d'aller au sujet qui nous annonce, donc, nous avons une direction technique ingénierie. Je les appelle les moines et les nonnes de Framatome. C'est des collègues qui passent leur vie leur vie, c'est la connaissance des réacteurs nucléaires. Alors, ils étaient 1200 effectivement il n'y a pas si longtemps, maintenant ils sont plutôt 2000 pour répondre aux différents challenges. Nous avons une activité, c'est en bas de base installée, c'est-à-dire nous faisons la maintenance des réacteurs nucléaires et nous intervenons sur 385 des 440 réacteurs qu'il y a dans le monde. Ça donne parfois c'est des petites choses, parfois c'est assez fondamental. Et puis nous fabriquons les combustibles nucléaires pour ces réacteurs. Orano extrait l'uranium, l'enrichit, etc. Et nous fabriquons les composants en zirconium, faisons la métallurgie. Nous assemblons tout ça et mettons dans le réacteur et garantissons que ça marche. Et dans le monde, dans un réacteur sur deux, vous avez du combustible Framatome, soit tout, soit juste un ou deux éléments à titre d'essai. Ensuite, nous avons une activité donc, de contre-commande, en général le contre-commande de sûreté. D'ailleurs, si quelque chose ne va pas bien, il y a un contre-commande de sûreté qui prend le relais et qui met le réacteur en sécurité. Donc, on comprend que le chaudiériste s'en occupe. Et puis, nous fabriquons des composants, des cuves pour les réactions, des générateurs de vapeur, des pompes, etc. Et qui nous occupent bien en ce moment, en particulier en Bourgogne. Avant tout point sur Framatome, je rappelle quand même les obsessions que nous avons. Sûreté, sécurité, c'est la priorité numéro 1 de Framatome, c'est ma priorité personnelle numéro 1. Et donc, on vise, en particulier pour nos salariés et nos sous-traitants qui interviennent avec nous, de ne pas avoir d'accident avec travail. Alors, notre taux de fréquence d'accident avec erreur souhaite être en dessous de 0,5, nous sommes à 0,3 ce soir sur 12 mois glissants, 0,45 avec nos sous-traitants, parce qu'on veut qu'ils viennent avec nous. Et on veut être en dessous de 1,8 pour les taux de fréquence d'accident avec ou sans arrêt.
Notre deuxième obsession, c'est la qualité. Il n'y a pas si longtemps, on disait, voilà, ils vont être foutus de faire un programme nucléaire, ils sont pas foutus de faire quelque chose qui va bien. On a dit, ben, la qualité comme la sécurité. On regarde le nombre d'écarts qualité client par million d'heures travaillées, c'est un taux de fréquence d'accident à la carrière. On a dit, on va baisser ça de 25% par an. Et on le fait depuis 2020. Pour tenir l'objectif, il faudrait qu'on soit à 18. Ce soir, on est à 18. On a un petit plateau là. On fera un effort pour continuer cette baisse de moins 25% dans les années qui viennent. Alors, ça nous concerne nous, puis on engage aussi nos fournisseurs, parce que parfois on importe de la non-qualité, ce qui nous amène à travailler étroitement avec la supply chain française. Et enfin, la troisième obsession que je développe maintenant, j'appelle ça le lead time. Je pense que le nucléaire, tout le monde nous croit qu'on est capable de faire des choses doucement. Là, c'est de faire vite. Hein. Dans la France, qui fait un réacteur par décennie, bon, ça prend 10 ans, 15 ans, nos anciens, ils en faisaient 5 tous les ans. Et donc, c'est reprendre la maîtrise du temps, ce qu'on appelle ça le lead time. Et nous avons des gisements très importants, bien sûr, sans concession sur la sécurité, sans concession sur la qualité, et reprendre cette maîtrise du temps. Et je vois là le levier principal pour réussir les programmes nucléaires français. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, on en parle toute la journée, et il y a des résultats très, très encourageants dans ce domaine-là. Alors maintenant, nous avons, au-delà de ça, nous avons des activités, notamment Framatome Healthcare, qui nous amène ce soir. Alors, chez Framatome, nous avons une entité qui s'appelle CERCA, qui est une des plus anciennes installations nucléaires de base françaises, où nous fabriquons, c'est François Gaucher, le patron de cette activité, notamment des cibles pour faire les diagnostics des traitements du cancer. Et selon la manière dont on calcule, on a 60 à 80% du marché mondial de ces cibles. Et cette unité menait à bout d'autorisation. Il fallait la moderniser. Nous avons choisi de le faire et d'investir 180 millions pour assurer la continuité des fournitures de ces cibles. Alors, ce n'est pas un investissement simple, hein, c'était encore le nucléaire en difficulté. On a dit, il faut oser, on va le faire, et on est très très fiers de faire cet investissement. D'ailleurs, nos clients nous le rendent bien, et c'est même une activité rentable. Alors ensuite, on s'est dit, bon, nous sommes présents là, nous allons faire des marques chez Framatome pour, vous avez parlé de fierté, pour faire savoir que nos technologies peuvent être utilisées et que nous en sommes fiers. C'est un levier d'engagement, de mobilisation des salariés. Nous avons par exemple fait Framatome Défense pour dire que nos technologies peuvent servir à la propulsion nucléaire. Nous faisons maintenant par exemple des arbres porte-hélices pour les sous-marins. Et donc ça a eu un développement important. Nous avons lancé plus récemment Framatome Space. Parce que l'humanité repart à la conquête de l'univers, il y a besoin d'énergie. Et donc, quand vous êtes, par exemple, dans une station sur Mars, vous avez deux types d'ingénieurs pour avoir de l'énergie. Certains vous disent c'est tout simple, on envoie des robots, ils vont creuser, ils vont faire des mines, ils vont construire des usines. D'autres ingénieurs vous disent vous prenez un tout petit réacteur nucléaire grand comme ça, et là vous avez 10 ans d'énergie. Et le nucléaire s'impose comme une source d'énergie, ça tire notre technologie vers le haut. Et bien, nous sommes dit, nous allons faire Framatome Space. Il y avait CERCA, et puis il y avait aussi Bruce Power au Canada, dont le patron est un ancien Framatome, et il m'a dit, écoute, vous avez des technologies pour insérer des équipements, pour faire des isotopes, viens faire ça chez Bruce Power au Canada. Nous, ça nous intéresse, on modernise un parc avec 6 réacteurs, de montrer à la population tout l'enjeu qu'il y a, et faisons du lithium 177, et on s'est associé avec Inetrix pour faire une joint venture isogène. Et c'est vraiment une volonté de faire un point avec les patrons tous les 15 jours, 3 semaines, tenir les délais, tenir les budgets. Et deux bonnes nouvelles, ça marche. Bon, on produit du lithium 177, plus ça me plaisait bien, moi, je ne connais pas grand-chose, ça me faisait penser à la France, à Paris. Hein. Le lutetium 177, ça marche, et le lutetium 177 est un grand succès avec la demande. Et récemment, nous avons donc annoncé que nous doublions l'investissement, tellement la demande était importante. Et les Roumains ont des réacteurs de même
technologies nous ont demandé également d'intervenir chez eux, donc on prépare un projet chez eux. Même les Coréens nous ont dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose, les Espagnols nous ont dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose chez nous. Donc on voit un intérêt important. Au-delà de ça, il y a le sujet de médecine nucléaire. On a bien conscience que la médecine nucléaire a besoin d'une supply chain pour fournir. Il faut, si tout le monde attend tout le monde, ça ne va pas. Nous avons des technologies, on est prêt à les mettre en valeur, à les mettre à disposition de la médecine nucléaire. C'est une opportunité, c'est une fierté, c'est un devoir. Et nos salariés sont très fiers de contribuer, et c'est un facteur d'attraction, de rétention pour Framatome. Et donc, nous l'avons inscrit dans notre stratégie qui est assez simple. C'est ce que M. Lionel Tapone a dit. Bon, il y a besoin de compétences. Donc, nous recrutons actuellement 2500 personnes par an, les 2 tiers en France, plus 500 alternants, pour remplacer ceux qui partent à la retraite, donc les anciens, et renforcer nos compétences, notamment dans le domaine technique. Deuxièmement, pour tirer nos compétences vers le haut, nous renforçons notre R&D de 7% par an. Deuxièmement, nous avons besoin d'un outil industriel, donc nous investissons. Nous avons investi 1 milliard pour moderniser notre outil, et nous investissons actuellement un 2e milliard pour monter en cadence l'équivalent de 3,5 gigawatts électriques par an, c'est-à-dire l'équivalent de 2 EPR par an pour fournir la France, mais aussi des marchés à l'export. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Troisièmement, on souhaite être compétitif, donc on fait attention à nos coûts. Nous avons besoin d'un carnet de commandes, c'était une grande inquiétude. Si on recrute beaucoup, on investit. À l'époque, la dernière fois qu'on s'était vu, le carnet de commandes était de 12 milliards. Ce soir, il est de 26 milliards. Donc on a eu beaucoup de bénéfices de faire une conférence avec vous, puisque ça a fait rentrer 14 milliards en quelques mois dans le carnet de commandes de Framatome. Merci. Donc peut-être que dans quelques mois, on se reverra avec davantage de carnet. Et enfin, la croissance à l'international pour être présent. Ces 2 tiers de nos activités sont là et on lève des fonds à l'international. Tout ça, évidemment, nos collègues sont très engagés, mais pour nous, les valeurs, c'est extrêmement important. Sûreté, sécurité, le futur, on y croit, la performance, l'intégrité, la passion, c'est l'engagement des salariés. Et c'est un grand plaisir de pouvoir échanger, de partager avec un univers qui est un univers d'élite en France, échanger nos technologies, identifier ces pistes. Et j'ai aucun doute qu'avec ces opportunités, ces forces que nous pouvons apporter respectivement et l'engagement des personnes, eh bien, il va y avoir des développements importants. Merci. Monsieur le Président. Donc notre but ce soir, c'est un échange entre le monde du nucléaire et le monde de la médecine. Donc maintenant, je vais passer la parole au monde de la médecine, au professeur Florent Cachin. Et je vais préciser que vous êtes président du Conseil national professionnel de la médecine nucléaire, qui comprend elle-même, qui rassemble elle-même un certain nombre d'associations. La Société française de médecine nucléaire, mais pas seulement. Il y a les biophysiciens, il y a également des activités de formation. Et le titre de notre conférence, ça va être « Changement d'échelle, changement culturel ». Vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, en vous êtes qualité, d'abord vous dire que je suis ravi d'être ici. Je me sens porté comme par une mission. Et je vais essayer de vous convaincre et de partager avec vous ce que nous vivons actuellement en médecine nucléaire. Aujourd'hui, nous vivons une réelle révolution dans nos pratiques. Et donc je vais essayer de partager avec vous cet aspect-là. Vous parler du terrain, de ce qui se passe sur le terrain, des enjeux que nous avons à relever pour notre spécialité de médecine nucléaire. C'est ce que je vais vous tracer dans la première partie de ma communication. Et puis à travers la conclusion, j'essaierai de me projeter encore plus loin et de voir de quelle façon on pourrait, avec Framatome, Healthcare, avoir des échanges pour répondre à un enjeu qui me semble extrêmement important de santé publique, puisqu'on va parler de traitement du cancer aujourd'hui. Je vais donc pouvoir démarrer. D'abord, vous rappeler quelques concepts importants en médecine nucléaire, mais je pense que vous les connaissez. Nous utilisons des médicaments radiopharmaceutiques, donc des traceurs radioactifs.
Ils sont basés sur des vecteurs qui vont aller se fixer sur le cancer. On va parler essentiellement d'oncologie aujourd'hui. Et ces vecteurs qui vont aller sur une cible, eh bien, ils sont radiomarqués avec des radioéléments. Et c'est tout l'enjeu de la soirée. Vous savez qu'en médecine nucléaire, et je reviendrai longtemps là-dessus, nous avons deux grands champs en médecine nucléaire, un champ diagnostique et un champ de thérapie. D'un côté, on va utiliser les médicaments radiopharmaceutiques, les traceurs radioactifs pour faire du diagnostic. De l'autre côté, on va les utiliser pour la thérapie. Vous verrez que sur les 20 dernières années, on a fait essentiellement une des activités et très peu l'autre. Et vous verrez que dans la révolution, c'est ça la révolution, c'est qu'on est en train de changer de métier. J'ai d'abord brossé donc, sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années, d'abord abordé par l'aspect diagnostic. Donc on a l'habitude de séparer l'activité diagnostique en deux grandes activités. Une activité dite de spectre, c'est essentiellement le technétium. Donc des traceurs marqués avec le technétium, et une autre activité également diagnostique, pour aller faire le diagnostic du cancer, qui est une activité de TEP, tomographie par émission de positons. Et là, vous verrez, on parlera essentiellement comme radioélément du fluor 18, et pas seulement. Alors, en chiffres d'abord, c'est important pour pouvoir se projeter au niveau national. Quand on regarde au niveau diagnostic, hein, je vous propose d'abord de débuter avec le diagnostic, la médecine nucléaire conventionnelle sur le territoire français, on a des chiffres très précis. On a la chance de conduire tous les ans une étude au niveau national qui nous renseigne exactement sur le nombre d'examens que l'on fait. Je peux vous dire d'ailleurs que quand nous allons voir les tutelles au niveau national, c'est un point qui est extrêmement important. Donc en France, vous avez en gros un peu plus, environ 1,2 million d'examens de médecine nucléaire technétium. C'est ce que ça veut dire. Essentiellement donc 1,2 million. Pour vous positionner, c'est par rapport à la radiologie, qui est notre discipline d'imagerie, c'est à peu près 10 fois moins. La radiologie, qui est un autre univers d'imagerie, c'est en gros 10 fois la médecine nucléaire, en ressources humaines et en nombre d'examens qui sont faits. Si vous regardez le trend, depuis 2009, là actuellement, on arrive à une stagnation des examens de médecine nucléaire, de technétium, mais ça ne baisse pas. Vous verrez peut-être écrit dans la littérature qu'on s'attendait à une diminution des examens de médecine nucléaire dite conventionnelle, de technétium. Ce n'est actuellement pas le cas, en tout cas en France, en Europe et aux États-Unis. Alors de quoi parle-t-on? On parle d'examens essentiellement cardiologie. Je parlerai un petit peu de clinique parce que quand on parle de pathologie, on voit tout de suite l'importance. Donc c'est 1,2 million d'examens de technétium, c'est essentiellement cardiologie, pour détecter l'infarctus du myocarde. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais je me permettrai quelques raccourcis. Donc des scintigraphies myocardiques. Et également, l'autre gros pôle, ce sont les scintigraphies osseuses au technétium, principalement pour le diagnostic du cancer, et également en rhumatologie, orthopédie. Ce sont les deux grands champs pour lesquels on va utiliser la scintigraphie au technétium avec la médecine nucléaire dite conventionnelle. Alors je vous ai mis ici un exemple pour, en tant qu'imageur, il faut forcément qu'on présente des images. Voilà une scintigraphie myocardique, donc ça c'est un patient qui avait des douleurs thoraciques et on va suspecter une sténose sur la coronaire. Donc vous savez que c'est une urgence, donc c'est ce que vous avez ici, on fait pédaler le patient. Ici, à l'effort, on injecte un traceur technétier et vous voyez ici qu'il y a une absence de fixation, une diminution de la fixation sur une partie du myocarde à l'effort, alors qu'au repos, on refait l'examen au repos, vous voyez que ça s'est normalisé. Donc ça parle, hein, c'est assez évident, hypo, normal. Là, c'est une urgence thérapeutique, ce patient, cette patiente a une sténose sur la coronaire, et donc on va pouvoir l'adresser au cardiologue pour avoir un geste thérapeutique en cardiologie. C'est un examen qui est extrêmement fréquent, qui est extrêmement utile, et encore une fois, il est marqué au technétium, et dans les prévisions que l'on anticipe, c'est un examen qui va perdurer. Tous les examens au technétium vont perdurer. Et puis là, vous avez la coronarographie, et que vous voyez ici, hein, ça c'est le cardiologue qui le fait, vous voyez que sur le trajet de sa coronaire, eh bien, il y a une sténose, et donc là, c'est une urgence thérapeutique. L'autre grand champ qu'il y a eu dans l'évolution de la médecine nucléaire depuis 20 ans, toujours dans le diagnostic, c'est la tomographie par émission de positons. C'est un examen que nous réalisons tous les jours, mais simplement, je dirais, depuis 20 ans.
il est arrivé en France en 2003. Moi, j'ai vécu ça, j'ai d'ailleurs fait une petite travaux là-dessus. En 2003, arrive un nouvel examen en médecine nucléaire, et en 2000, dans les années 2000, c'est une révolution en médecine nucléaire. On en vit une autre, en gros, 20 ans après. Vous pouvez noter. Je vois ici quelques acteurs qui, à l'époque, se sont emparés du marché du TEP. Ça a été une vraie problématique de business model aussi. Mais en 2000, arrive la tomographie par émission de positons, avec essentiellement du fluor 18. Là aussi, on a des données extrêmement précises. Voilà l'évolution du nombre de prescriptions de TEP en France de 2009 à 2023. C'est un marché extraordinaire. On voit rarement ça en médecine. C'est une croissance annuelle de plus de 10% en nombre d'examens réalisés en TEP depuis 2009. Et ça n'arrête pas. On a de plus en plus de patients à prendre dans nos services pour faire des tomographies par émission de positons, et vous verrez quel traceur. Et ceci pour répondre à principalement des questions en oncologie, donc par rapport au cancer. Donc, vous voyez là, ce sont les derniers résultats de 2023. C'est principalement du fluor 18 comme radioélément, pas seulement, vous verrez, donc un émetteur bêta et donc le gamma pour faire l'imagerie. Plus 13% en 2023, et vous voyez que ça continue. Encore une fois, ce sont les données françaises, et c'est à peu près la même chose dans les pays européens qui ont accès à ces technologies, et également aux États-Unis, en Océanie, en Australie par exemple. Alors quels sont les principaux examens? Vous le savez probablement, le principal examen TEP, le traceur que nous utilisons, celui qui est, je vais y revenir, qui a vraiment révolutionné la prise en charge du cancer, c'est le FDG, donc marqué au fluor 18. La grande majorité des traceurs TEP, des examens TEP, vous voyez, c'est 90% des examens TEP, c'est fait avec du TEP 18 FDG. Et le business qui s'est construit là-dessus a été fait d'abord et avant tout avec le 18 FDG. Vous noterez qu'il n'y a pas que le 18 FDG, il y a d'autres traceurs qui ont été développés, qui sont marqués pour la plupart au fluor 18, mais vous voyez qu'il y en a un qui est ici, on va en reparler, qui est le PSMA, qui lui est marqué au gallium, et je peux annoncer maintenant que maintenant il est également marqué au fluor 18. Donc on a pour cette partie diagnostic TEP essentiellement un marché de radioéléments fluor 18 et gallium. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il peut y avoir des batailles entre est-ce qu'on va faire que du fluor 18, est-ce que le gallium a encore de la place. Si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. En tout cas, on est sur un marché essentiellement de fluor 18. Alors pourquoi ce TEP a fait une révolution? Alors je voudrais remettre ceci en perspective par rapport à l'évolution de la prise en charge du cancer. Vous avez ici la stabilisation des patientes atteintes du cancer du sein dit métastatique et leur stabilisation à 5 ans. Le pourcentage de patients qui sont stabilisés à 5 ans. Vous voyez que depuis les années 70, il y a eu beaucoup de progrès. Dans les années 70, il y avait environ 10% des patients qui étaient stabilisés, qui avaient des métastases osseuses. Donc ça veut dire que beaucoup mouraient rapidement. Vous voyez qu'au cours des 20 dernières années, eh bien, on a réussi, les oncologues ont réussi à stabiliser la maladie. Alors il y a eu des endpoints tout à fait bien identifiés. L'arrivée des anthracyclines dans les années 80, donc une nouvelle chimiothérapie. Les taxanes qui ont vraiment révolutionné la prise en charge du cancer du sein dans les années 90. Et puis la thérapie ciblée, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis là, vous voyez qu'il se passe encore autre chose depuis les années 2020. C'est arrivé un petit peu après. Vous voyez qu'on arrive, en fonction du type de cancer, à arriver à quasiment maîtriser la maladie pendant 5 ans, quasiment pour 70% des patients. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose en cancérologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez que le TEP, on est également dans ce schéma. Eh bien, alors, juste ce point-là, vous dire que depuis donc quelques années, il y a eu un grand boom en oncologie qui est l'immunothérapie. Vous savez que le cancer, en fait, endort l'immunité. Eh bien, les nouveaux traitements d'immunothérapie, on réveille l'immunité, on attaque le cancer, et c'est extrêmement efficace. Ça, c'est arrivé vraiment en clinique depuis 2020, un petit peu avant 2020, et ça a changé la donne. C'est ce que vous voyez ici dans le traitement du mélanome. Je me souviens très bien, avant l'arrivée de l'immunothérapie, il y avait des patients jeunes, la plupart, qui avaient des mélanomes métastatiques, mouraient rapidement, très vite.
Depuis l'arrivée de cette immunothérapie, ils vivent, ils sont quasiment guéris. Vous voyez, ça a été un switch. Alors pourquoi on a eu ce switch? Parce que la cancérologie moderne a changé les dogmes. On est arrivé à l'ère de la biologie moléculaire et de la biologie qui a décortiqué les mécanismes de cancérogénèse. C'est-à-dire que les chercheurs ont décrit et décortiqué quels sont les mécanismes qui expliquent qu'une cellule cancéreuse devient, une cellule saine, pardon, devient une cellule cancéreuse. Et dans ces mécanismes, je vais insister sur un ou deux mécanismes et vous verrez qu'on va se retrouver en tête rapidement. Eh bien, vous avez par exemple ici, les chercheurs ont très bien démontré qu'il y a des perturbations du métabolisme énergétique. Il y a des perturbations auto-immunes, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez également des perturbations de la réplication cellulaire. Bien, tout ça, ce sont des cibles. Et si ce sont des cibles, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la médecine nucléaire va pouvoir aller challenger ces cibles, soit diagnostic, comme on verra tout à l'heure, ou en thérapie. On décortique les mécanismes de cancer, on identifie ces cibles, on va en faire une image, peut-être voire mieux, traiter, c'est encore mieux. Et bien, c'est ce qui s'est passé en fait avec le TEP 18 FDG, qui est arrivé donc en 2003-2004. C'est quoi ce fameux TEP qui est prescrit partout? J'ai souvent l'habitude de le présenter comme ça, c'est du sucre. C'est du sucre radioactif, tout simplement. On injecte à nos patients du sucre radioactif. Pourquoi on injecte du sucre radioactif? Parce que les biologistes ont démontré que la cellule cancéreuse consomme du sucre, beaucoup plus que la cellule saine. Et de cette façon-là est arrivée cette révolution, diagnostic en tête, avec le 18 FDG dans les années 2000. Alors pour les médecins nucléaires qui sont ici dans la salle, ça va leur rappeler des souvenirs. Dans les années 2000, 2005, c'est surtout dans le cancer du poumon qu'on a commencé à préciser et à dire est-ce un cancer du poumon ou est-ce que ce n'est pas un cancer? Pour des patients qui avaient des nodules pulmonaires, donc c'est ce que vous avez ici, un patient qui a un nodule pulmonaire, ce qui fixe le sucre radioactif, vous voyez que c'est très facile à lire, entre guillemets, bien oui c'est un cancer. Donc là on peut déclencher toute la technologie. Encore une fois, c'est du sucre radioactif et ce n'est que du sucre radioactif. Puis après, on s'est rendu compte que ce traceur permettait également d'évaluer l'efficacité des traitements. Par exemple, la chimiothérapie. Là, vous voyez que vous avez ici un patient ou une patiente qui a un lymphome. C'est tous ces ganglions que vous avez ici. Un mois de chimiothérapie, simplement un mois de chimiothérapie, et on regarde ce qui se passe. Eh bien, les cellules ne consomment plus du sucre. La tumeur est toujours là, mais vous voyez qu'elle devient en métabolisme extrêmement bas. Eh bien cela va prédire la guérison. Donc deuxième champ, on s'est mis à faire beaucoup d'examens pour évaluer l'efficacité des traitements avec le TEP ou 18 FDG. Et si vous voyez quoi, maintenant on fait 1 million de TEP par an aux patients français atteints de cancer. Donc, je ne vais pas détailler, mais le TEP au 18 FDG en particulier, le TEP au PSMA, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est devenu, depuis 2000, un examen incontournable dans la prise en charge du cancer. Et je pense que tous mes collègues seront d'accord, ça a vraiment changé notre vie de médecin nucléaire. Tous les 20 ans, nous avons une révolution. Ouais. Vous pouvez aller encore un petit peu plus loin. Là, on a vu qu'on pouvait faire le diagnostic du cancer. Eh bien, on peut peut-être même prédire l'efficacité du traitement. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. C'est toujours marqué avec du fluor ou du gallium. Je vais juste prendre cet exemple biologique. Vous avez une stratégie thérapeutique qui repose sur de l'inhibition de récepteurs. Je vais aller rapidement là-dessus. Donc c'est un traitement qu'on a dans le cancer du sein, qu'on a dans le cancer du poumon. Ce sont des récepteurs qui sont sur les cellules tumorales. Et on a des stratégies thérapeutiques, des chimiothérapies, des thérapies ciblées, pour bloquer ces récepteurs qui bloquent l'évolution du cancer. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que 20% des patients et des patientes qui ont ces cibles-là. Comment le prouver? Vous pouvez prendre la tumeur et regarder, et quand ce sont des métastases, on ne peut pas aller chercher toutes les métastases. Eh bien, on va prendre le récepteur, le radiomarquer avec du fluor 18, le même, un ligand qui va se fixer sur le récepteur, et de cette façon-là, vous allez pouvoir dire si oui ou non il y a le récepteur. Donc de cette façon-là, vous pourrez dire est-ce que oui ou non on peut utiliser la chimiothérapie qui peut aller là-dessus. Donc je vous montre juste cet exemple ici. Donc une tumeur ici, est-ce qu'elle fixe
la future chimiothérapie radiomarquée, elle ne fixe pas, ça ne sert à rien de traiter cette patiente avec cette thérapie. Et donc on est en train de s'inscrire également dans cette prédiction de la chimiothérapie. Je vous ai parlé d'immunité, de ces traitements qui vont aller challenger l'immunité. Donc là, ce sont également des nouvelles thérapies, encore une fois, qui ont beaucoup changé le pronostic du mélanome métastatique. Donc le récepteur qui est en cause s'appelle PD-1, PD-L1. Je ne vais pas bien sûr rentrer dans le détail, mais ce PD-1, PD-L1, il endort l'immunité, il endort les lymphocytes. Donc les lymphocytes n'attaquent plus les tumeurs. C'est vraiment le mécanisme. Donc eh bien, on réveille l'immunité. Encore une fois, ce marqueur, ce PD-1, il n'est pas présent dans tous les tumeurs. Comment on peut faire? Eh bien, on prend le PD-1, on va le radiomarquer et on va aller voir s'il est présent ou pas. C'est ce que vous avez, c'est cette image. Vous voyez que là, au niveau du cancer du poumon, il y a du PD-1, donc la thérapie va fonctionner. Vous voyez l'évolution que l'on a, on va pouvoir, et ça c'est un concept important en oncologie et en médecine nucléaire, trier les patients pour pouvoir les traiter. Imager le cancer et stratifier les patients. Donc ça, voilà ce qui se passe depuis une vingtaine d'années en médecine nucléaire. Et depuis quelques mois, maintenant, quelques années, il se passe quelque chose de nouveau, c'est la thérapie. La thérapie, retenez qu'actuellement, c'est simplement 5% de nos actes. C'est vraiment pas beaucoup d'actes. Et vous voyez, vous allez voir ce qui se passe. Alors d'abord, en thérapie, si vous devez retenir un radioélément, c'est essentiellement l'iode 131, qui permet de traiter le cancer de la thyroïde et les pathologies bénignes de la thyroïde. Donc ça, c'est un un traitement que nous utilisons tous les jours dans tous les services de médecine nucléaire, pas tous, un certain nombre de services de médecine nucléaire. En chiffres, c'est quoi? C'est environ 15 000 traitements par an en France pour traiter les pathologies thyroïdiennes. Le reste, c'est anecdotique pour l'instant. Encore une fois, 15 000, vous comparez aux 2 millions d'actes, 2,5 millions d'actes que vous avez. Donc, vous voyez que le marché, pour l'instant, la thérapie, ça a resté un épiphénomène. Alors, quand on regarde les chiffres de 2023, il se passe quand même quelque chose de nouveau, ça vous le savez, mais je vais réinsister sur ce point-là. Arrivé d'un nouveau traitement marqué au lutécium 177. Ça tombe bien, je sais que Framatome va aller challenger le lutécium 177. Et vous avez raison, parce qu'on va avoir besoin de vous. On en reparlera tout à l'heure. Actuellement, vous avez le DOTA marqué au lutécium qui est utilisé en thérapie. Vous voyez que ça reste quand même anecdotique, c'est 756 doses utilisées en 2023. Il y a une petite croissance, ça n'évolue pas beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une pathologie qui sont les tumeurs neuroendocrines, qui est une pathologie peu fréquente. C'est un cancer dont l'incidence est faible. Donc, on va utiliser, il est efficace, c'est un traitement qui est efficace, mais il n'y a pas beaucoup de patients à traiter, donc ça ne change, ce n'est pas une révolution, ça ne va pas bousculer notre structuration des soins. Ça, on pourra l'absorber. En revanche, regardez ce qui se passe avec cette nouvelle molécule. Croissance de 210% en quelques mois, en quelques années, et c'est le PSMA lutécium 177. Que s'est-il passé avec ce lutécium 177? En 2021, résultat d'un essai clinique, je vais vous montrer, qui défraye la chronique lors des congrès aux États-Unis. D'ailleurs, la FDA, vous connaissez, titre Breakthrough dans le traitement du cancer de prostate avec un traitement radioactif. Le PSMA lutécium est en train d'arriver sur le marché. Et puis, chose très importante, regardez déjà quelles questions il pose, et on va y revenir, et vous verrez que c'est pour ça qu'on a des problèmes de structuration de soins. Can we deliver one of the fuels of the future? Est-ce qu'on sera capable de délivrer un des nouveaux moteurs de la cancérologie en France et partout ailleurs? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, viennent d'être publiés les résultats d'une étude Vision que vous avez ici. C'est un traitement pour le cancer de prostate. Et là, on change complètement d'échelle. On parlait tout à l'heure de cancer à la thyroïde, qui est une pathologie qui est peu fréquente. On parlait de tumeur neuroendocrine, qui est un cancer peu fréquent. Là, on commence à parler de cancer de prostate. Cancer de prostate, on change d'échelle. Il va falloir potentiellement, et je vais vous donner des chiffres, traiter les cancers de prostate, peut-être pas tous, mais peut-être
un grand nombre de cancers de prostate en France, en Europe et aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, et ça je reviendrai tout à l'heure sur ce point, parce que, et c'est un élément important en oncologie, ce traitement a démontré une augmentation de la survie des patients. C'est le point important, majeur en oncologie. Si vous, c'est un peu, peut-être un peu court comme résumé, mais si vous voulez identifier un produit et qu'il ait un avenir, à un moment ou à un autre, il faut qu'il ait un impact sur la survie, c'est-à-dire qu'il allonge la vie des patients par rapport au traitement de référence. C'est ce que vous avez ici, le traitement de référence, et vous voyez qu'il y a un gain de quelques mois par rapport aux autres traitements. Donc il est efficace, donc il devient important de le prescrire, et de prescrire ce PSMA au lutécium. Alors, je vais revenir sur ce terme. Ici, vous avez une imagerie au PSMA marquée au gallium ou au fluor. J'insiste sur le radioélément. Pour faire l'imagerie, il va vous donner si la cible est là. On parlait de cible tout à l'heure. Donc oui, la cible est ici. Ce sont tous les points noirs, les métastases osseuses et viscérales que vous avez chez ce patient atteint de cancer du prostate. On va le traiter toujours avec le PSMA, mais marqué au lutécium 177. Et vous voyez que ce patient, et vous avez ça dans 15 à 20% des cas, a une réponse complète. Quasiment toutes les métastases ont disparu, c'est pas tout le temps comme ça, ont disparu avec ce type de traitement. Tout l'impact sur la survie. Vous avez, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez maintenant des publications récentes, au lieu de le marquer au lutécium, c'est marqué avec un émetteur alpha, et le pourcentage de patients qui passent en réponse complexe, c'est-à-dire on nettoie toutes les métastases, est encore plus fréquent qu'avec le lutécium 177. Et on est sur une pathologie à extrêmement forte incidence. Alors pourquoi ça va bousculer notre spécialité? Eh bien parce qu'on parle de cancer de prostate. Le cancer de prostate, c'est 50 000 nouveaux cas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais savoir s'il faut le traiter en dernière, première ligne, etc., ce sont des affaires de spécialistes. Mais à un moment, le patient va devenir métastatique, avoir des métastases de cancer de prostate, et quel que soit le moment où on va le traiter, on va, à un moment ou à un autre, tous les traiter. Et si on les traite tous, ça veut dire qu'il va falloir faire 32 000 sites, 32 000 cures de PSMA au lutécium. Je vous rappelle tout à l'heure, on était sur 15 000 diodes. Rien qu'avec le PSMA lutécium, on passe 30 000 de plus. Donc c'est un changement d'échelle majeur pour nous. On n'est pas les seuls à se poser la question comment on va faire pour traiter les patients, parce qu'elle est là la question. Comment on va faire pour tous les traiter? Là, en Allemagne, ils se sont posé la question, toute l'Europe se pose la question, les États-Unis aussi. Et ce qu'on sent d'identifier comme stratégie, c'est d'identifier des centres dits théranostiques. Je sais que c'est un terme que ici certains vont utiliser. C'est un centre qui va diagnostiquer la cible et traiter la cible de PSMA, donc de cancer de prostate. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais puisque c'est de la radioactivité, on pourra traiter, en tout cas en première approche et au début, une dizaine de patients par jour maximum. Et si vous voulez traiter une dizaine de patients par jour maximum, il faut les garder 6 heures, je vais y revenir tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut 15 à 30 centres théranostiques en France pour traiter que la prostate. Que la prostate. Et on verra s'il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, je vous ai rapidement, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, traiter un patient qui a un cancer de prostate dans ces centres théranostiques, c'est 6 cures de traitement, c'est pour ça qu'il faut 30 000 cures, c'est de 4 à 6 cures, avec, et là je vais insister, une imagerie au PSMA gallium ou PSMA fluorure, ou une imagerie au PSMA lutécium. Donc dans ces centres théranostiques, on aura des patients qu'on va traiter, des patients, mais également des patients qu'on va imager. Et tout ça avec une efficience qui doit être optimale. Alors, c'est un traitement qui sera fait en ambulatoire. On va tout faire pour ne pas hospitaliser les patients. Ils arrivent, on les traite, on les garde 6 heures, ça c'est une obligation réglementaire, et ils s'en vont. Autour, c'est multidisciplinaire, il faut des médecins nucléaires, des manipulateurs, des secrétaires, des physiciens médicaux, des radiopharmaciens. C'est multidisciplinaire. Je reviendrai là-dessus, ça va être une des limites
de notre structuration de soins. Donc en termes de bâtiments, ce seront probablement des bâtiments dédiés. J'ai mis 100 mètres carrés avec, on va grouper les patients pour pouvoir traiter les 10 patients. Le coût. On commence à avoir des idées, on y reviendra, on pourra en reparler tout à l'heure. Si on regarde le coût de la prise en charge de l'imagerie, c'est aux alentours de 2500 €, plus le produit que vous allez rajouter, qui est, le produit actuellement est au modeste coût de 20 000 €. Donc vous arrivez en gros à 22 000 € la cure. Si vous multipliez par les 30 000 cures, vous allez arriver à un budget, en gros qu'il faudra préciser, de 650 millions d'euros pour traiter à terme les patients français atteints de cancer de prostate métastatique. Donc il va falloir s'organiser pour anticiper. Alors est-ce qu'on est prêt? Sachez que la SFMN a mené une étude qui s'appelle une étude capacitaire. On appelait ça l'étude capacitaire. Il y a 79 centres qui ont répondu. Et on sait qu'il y a un certain nombre de centres qui sont déjà plus ou moins prêts à pouvoir traiter les patients, mais on a identifié des problèmes d'organisation. Framatom, vous nous faisiez part des problèmes d'organisation aussi que vous avez. On a nos problèmes d'organisation. Vous ne serez pas surpris. Ressources humaines. Il va falloir trouver des médecins, trouver des physiciens, trouver des radiopharmaciens, etc. C'est une vraie problématique. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 800 sur le sol français et il va falloir traiter de plus en plus de patients. Ça sous-entend des investissements importants, donc ça aussi c'est une problématique qu'il va falloir régler. Et il y aura une problématique également d'organisation de soins, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc au niveau du CNP et de la Société française, de tous les acteurs de médecine nucléaire, nous menons actuellement des actions auprès des différents acteurs. Vous les devinez, nous avons rencontré des acteurs de l'Assemblée nationale, l'ancienne, le Sénat, celui actuel. Nous avons rencontré la DGOS, l'ARS, les associations de patients, la Ligue contre le cancer, pour les sensibiliser à cette problématique, car il va nous falloir des structures pour accueillir nos patients atteints de cancer de prostate. Il va falloir recruter, former, équiper. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous le savez, ceci passe par des réseaux de soins pour diriger les patients de façon homogène vers des centres d'excellence, vers ces fameux centres thérapeutiques. Voilà ce qu'est le problème actuel. Je reviendrai tout à l'heure en termes de conclusion. Vers où va-t-on? Juste peut-être pour chauffer la salle, comme on dit. Il y a d'autres traceurs qui vont arriver. Je ne vous fais pas simplement de celui-là, qui s'appelle FAPI. En tout cas, c'est celui auquel je crois beaucoup et auquel beaucoup d'unités INSERM de développement qui font de la recherche comme la nôtre à Clermont-Ferrand, on croit. Ceci est une nouvelle cible qui s'appelle FAPI, Fibroblast Associated Cancer. Donc ce sont des cibles qui sont sur le tissu de soutien de cancer, le tissu de soutien de la tumeur cancéreuse. Regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Ce traceur est présent dans les sarcomes, dans les cancers de l'œsophage, dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon, dans le cancer du pancréas, qui est une vraie problématique de soins, présent dans le cancer de la tête et du cou, dans les cancers de l'ovaire. C'est un traceur qui est ubiquitaire, c'est un couteau suisse. Il a une biodistribution extrêmement favorable, il ne se fixe que sur le cancer et pas sur les organes à risque. Donc c'est probablement un candidat capable, ça restera à démontrer, de traiter beaucoup de cancers différents par une technologie de médecine nucléaire. Pour ça, il faut pouvoir le radiomarquer avec les bons radioéléments. Donc, cette publication en médecine nucléaire, on la connaît toutes et tous maintenant. Vous voyez à quoi il est marqué, au gallium-68 pour faire l'image. Donc l'imagerie diagnostique en vue du diagnostic, mais vous voyez qu'il commence déjà à être marqué avec du lutécium, avec du yttrium, avec d'autres radioéléments pour faire de la thérapie. Est-ce qu'il a été transféré chez l'homme? Oui, il vient d'être transféré à l'homme en thérapie. Il y a des phases 1 qui ont été conduites, je reviendrai sur cet aspect-là. Donc on est en recherche chez l'homme avec ce fameux FAPI qui peut traiter quoi? Eh bien, vous le voyez ici, sarcome, pancréas, prostate, cancer de l'estomac, cancer du sein, cancer de la thyroïde, cancer du rectum, cancer de l'ovaire. Ce sont des données très préliminaires
Et vous voyez que si c'est performant, nous avions déjà une problématique de structuration de soins pour répondre à la problématique de cancer de prostate. Vous devinez que notre problématique va être multipliée par 10. Voilà notre problématique aujourd'hui. On va devoir répondre à ça et on aura besoin de vous et je vous le prouverai dans ma conclusion tout à l'heure. Avec mes remerciements. Merci, professeur Cachin, de cette intervention impressionnante. Je vais maintenant passer la parole à M. François Gaucher. Monsieur François Gaucher, vous êtes un homme du nucléaire, vous, et vous avez déjà pas mal de choses derrière vous. Vous avez été directeur d'énergie nucléaire du CEA. Vous avez été patron du programme Astrid, qui était tout simplement le programme qui devait ouvrir à la France les réacteurs de 4e génération. Je n'assisterai pas sur la raison pour laquelle il a été supprimé. Mais je crois que vous aviez déjà une petite expérience en médecine nucléaire, et c'est pour ça que vous avez été nommé patron de Framatome-Healthcare, c'est-à-dire que vous avez été à Nantes, vous êtes occupé d'un cyclotron Aronax, n'est-ce pas, M. Fontanon? Et donc, vous connaissiez déjà le sujet, vous avez la parole. Je vais peut-être prendre le micro. Voilà, bonsoir. Merci pour cette introduction. Déjà, je vais vous présenter en quelques mots que regroupe Framatome-Healthcare. Et avant de rentrer dans les détails, ce que je voulais dire, c'est que Healthcare, ce n'est pas une diversification de Framatome loin de ses bases. C'est plutôt une prise de conscience et une réaffirmation de choses que nous faisons dans Framatome depuis longtemps. Ça a été mentionné, c'est les cibles d'uranium qui sont l'ingrédient de départ qui, à la fin, permet d'avoir ces examens au technétium et en passant par le molybdène. Alors désolé, on va beaucoup voyager dans le tableau périodique des éléments. C'est un peu fait exprès, c'est aussi pour vous faire toucher du doigt comment ça fonctionne et comment ces choses sont fabriquées avant d'arriver chez les médecins. Le message, c'était à destination de nos clients, c'était pour leur dire on est là pour longtemps encore, on est capable d'investir, de pérenniser nos installations, d'être fiable. Et vous verrez que je pense que c'est des messages qui sont importants pour la suite, évidemment à destination de nos employés, et puis évidemment on est une entreprise, donc on souhaite également se développer dans ce domaine. Alors nous ne sommes pas des spécialistes de médecine nucléaire, mais par contre on connaît bien l'importance des chaînes d'approvisionnement. On est sur des métiers sensibles, on a des clients qui sont exigeants, et donc on comprend très bien ce domaine-là. Et on y contribue déjà, et on souhaite y contribuer encore plus pour aider la médecine nucléaire finalement à se baser sur une chaîne d'approvisionnement fiable, la plus fiable possible. L'autre message, c'est évidemment, c'est pas une démarche hégémonique de notre part, on n'est pas les seuls, il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine de la médecine nucléaire, et on est prêt à travailler avec l'ensemble de ces acteurs. On ne va pas tout faire tout seul, on va juste se positionner sur les segments sur lesquels on pense qu'on a des choses importantes à apporter. Alors, peut-être quelques caractéristiques. La médecine nucléaire, elle se base sur des radioisotopes. Alors, à vie courte. Autrement dit, si vous allez dans un magasin de produits, vous demandez à acheter un produit radioactif, on vous dira il n'y en a pas, il faut le produire, et il faut le produire pas trop longtemps avant les manipulations en laboratoire, les essais cliniques ou bien le traitement du patient. Ça peut être quelques minutes, jusqu'à quelques heures, quelques jours, c'est à peu près ça les durées dont on parle. Et donc il faut absolument, ça ne se stocke pas, et donc il faudra faire attention à ces choses-là. On va parler en demi-vie, donc la demi-vie, c'est si j'ai une quantité 100 à un moment donné, au bout d'une demi-vie, il ne m'en reste plus que 50, au bout de la demi-vie suivante, il ne m'en reste plus que 25, voilà. Et puis, comment ils sont fabriqués? On va les fabriquer dans deux types de machines. On va les fabriquer dans des réacteurs nucléaires. C'est des machines chères, c'est des machines compliquées, qui font beaucoup de choses. Et puis on va les fabriquer dans des accélérateurs de particules, typiquement des cyclotrons. Et ça, c'est éventuellement des machines un peu plus simples et moins chères, mais qui ne font pas la même chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque radioisotope a une façon d'être fabriqué, et tout ne se ressemble pas.
Et peut-être un point qui est important sur les réacteurs, historiquement, les radioisotopes médicaux sont fabriqués dans des réacteurs de recherche. Alors les réacteurs de recherche, c'est des machines spécifiques qui ne produisent pas d'électricité, qui ont plutôt tendance à... On s'intéresse aux neutrons qui produisent pour faire de la science, pour faire un certain nombre d'essais sur des matériaux, et puis également pour produire ces radioisotopes médicaux. Et la caractéristique de ces réacteurs de recherche, c'est qu'il y en a eu vraiment beaucoup de construits dans le monde à une certaine époque, et aujourd'hui, le nombre de réacteurs de recherche qui fournissent de manière majoritaire la médecine nucléaire, ils ne sont pas beaucoup dans le monde. C'est une douzaine au grand maximum et peut-être une demi-douzaine d'acteurs majeurs. Certains ont plus de 50 ou 60 ans de durée de vie, et donc il n'y a pas toujours une solution de remplacement le jour où ces réacteurs-là seront amenés à s'arrêter. Donc il y a un sujet de pérennisation de ce qui est fait dans les réacteurs de recherche. Et de temps en temps, certains de ces réacteurs de recherche peuvent avoir un pépin technique, et à ce moment-là, ils sont obligés de s'arrêter plus longtemps que prévu, et ça crée des tensions que les médecins peuvent voir arriver chez eux, puisqu'à un moment, le médicament radioactif n'est pas disponible pour ces raisons-là, et ça a des impacts sur les patients. Et donc, vous me disiez que des fois, des examens ou des thérapies doivent être déprogrammées pour ces raisons-là. Donc nous, on comprend ça du côté de Framatome, et on souhaite proposer, en tout cas, une partie de solutions par rapport à ça. Alors, Framatome Healthcare, c'est évidemment centré sur les radioisotopes médicaux. On a parlé donc du technetium 99 qui descend du molybdène et qui est fabriqué avec des cibles en uranium qu'on fabrique à Romans-sur-Isère. Et c'est une technologie qui est proche, vous voyez, du combustible qu'on met dans les réacteurs de recherche. Donc ça, c'est un exemple de combustible qu'on met dans des réacteurs de recherche. Donc vous voyez, on fournit à la fois aux réacteurs de recherche le moyen de fonctionner et les cibles qui permettent de produire ces ingrédients nécessaires aux examens de scintigraphie. Et puis, dans une autre technologie, on produit ce lutetium-177. On n'est pas les seuls, les réacteurs de recherche le font aussi. Pour ces réacteurs de recherche, on fournit du combustible, du contrôle-commande, de l'ingénierie. On est aussi capable d'offrir des choses pour des installations qui font de la stérilisation gamma. Et puis, on a une partie de Framatome Healthcare qui n'est pas radioactive, et des alliages de zirconium pourront être utilisés pour fabriquer des prothèses, ou bien certains alliages spéciaux pourront être utilisés pour le traitement contre les cancers. Ça a déjà été présenté, avec en particulier l'accent qui était mis sur la capacité de combiner finalement le diagnostic et le traitement pour des traitements personnalisés. Ça également, ça a été présenté, donc je vais plus vite, et je vous assène un tout petit peu de physique, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Quand on s'intéresse on a l'habitude de voir le tableau de Mendeleïev d'une autre manière, qui se base sur les propriétés chimiques des éléments, mais on peut aussi classer les choses différemment en regardant sur chaque noyau combien de protons et combien de neutrons il y a. Et donc ça donne un graphe que vous avez là, où chaque case représente un isotope, chaque ligne représente un élément chimique, et vous voyez que sur une ligne, il y a plusieurs cases. Et ça veut dire que sur un élément donné, il peut y avoir plusieurs isotopes. Quand la case est noire, l'isotope est stable, c'est les éléments qu'on a autour de nous, qu'on a l'habitude il n'est pas radioactif, et qu'on a l'habitude de manipuler dans la vie de tous les jours. Du fer, de l'oxygène, du carbone, voilà. Mais si on rajoute un peu trop de neutrons, on va se retrouver dans la zone bleue. Si on rajoute un peu trop de protons, on va être dans la zone rouge. Et ces radioéléments vont avoir envie de rejoindre la vallée de stabilité, qui est représentée par les cases noires. Et donc ça donne des émissions de rayonnement qui sont différents. Le rayonnement bêta+, donc, va être une émission d'un positon. Un positon, c'est de l'antimatière. Donc tous les jours, les médecins nucléaires font de la science-fiction et utilisent l'antimatière pour leurs examens, ou bien émettent plutôt un électron, et à ce moment-là, on va avoir un autre type de raisonnement.
Et dans certains cas, c'est les cases jaunes qui sont représentées là, ça concerne surtout des éléments assez lourds. On va avoir une désintégration plus puissante, qu'on appelle des intégrations alpha. Et si vous voulez, bon, alors je suis désolé, je ne suis pas médecin, donc on va sûrement dire que je dis des grosses bêtises, mais pour moi, le rayonnement bêta moins, c'est un peu la carabine à plomb. Il faut 100 tireurs pour tuer une cellule, et le rayonnement alpha, c'est le fusil à pompe, et un tireur à peu près suffit pour tuer la cellule. Et donc, les médecins vont jouer avec les combinaisons de ces éléments-là, et on va en reparler. Et donc, vous voyez, on va faire des réactions, alors qui sont notées là de manière très compacte. En cyclotron, on va prendre de l'oxygène stable, on va le bombarder avec des protons, il y a des neutrons qui vont être émis, et ça va nous donner le fameux fluor 18 qui a été mentionné. On peut fabriquer un émetteur alpha qui s'appelle la Stat 211 en faisant une autre réaction nucléaire. En réacteur, on va fissionner de l'uranium, ça va donner ce molybdène, ou bien l'iode 131, ou bien le xénon 133 qui peut être utilisé dans certains examens. Le lutécium va être fait en partant d'un ytterbium 176, et on peut faire aussi du terbium 161, etc., etc. Donc vous voyez, chaque fois, les gens qui travaillent sur cette chaîne de fabrication de radioéléments vont s'intéresser à quelle cible je prends. En particulier, est-ce qu'il faut que je l'enrichisse en isotope d'un certain type, tout en étant non radioactif. Ensuite, je vais l'irradier dans un réacteur, ici dans le cas du lutécium, mais ça peut être dans un accélérateur de particules. Je vais me retrouver avec une cible irradiée, radioactive, qui va contenir pas uniquement le radioélément qu'on choisit, mais d'autres. Et donc il faudra faire une étape de purification, de séparation, et évidemment pour donner un produit qui soit également au standard pharmaceutique. Et ça introduit beaucoup de contraintes dans la chaîne, puisqu'il y a à la fois les contraintes de la radioactivité et les contraintes de la pharmacie. Et ensuite, les chimistes, les radiochimistes, vont devoir mettre au point des techniques de marquage. C'est pas toujours facile d'accrocher un radioélément à cette molécule qui va l'amener vers la cellule qu'on souhaite traiter. Et puis évidemment, ce sera injecté au patient. Voilà, ça c'était déjà pour vous montrer à peu près comment ça marche. Framatome va s'intéresser principalement à l'étape d'irradiation, mais vous voyez bien que on va aussi regarder ce qui se passe en amont et également en aval au fur et à mesure qu'on va progresser dans ce domaine. Je vous ai parlé des réacteurs de recherche, donc aujourd'hui c'est eux qui produisent la grande majorité des radioisotopes utilisés en médecine nucléaire pour ceux qui sont fabriqués en réacteur, et puis il y en a toute une catégorie qui est fabriquée en cyclotron, c'est le cas par exemple du fluor 18. Hein, donc, les réacteurs de puissance, jusqu'en 2022, étaient totalement absents de cette image. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'un réacteur de recherche, c'est flexible, c'est quelque chose qui peut s'arrêter souvent. Le cœur du réacteur est assez facile d'accès, il est souvent sous 10 mètres d'eau, mais les opérateurs du réacteur peuvent accéder au réacteur, mettre des objets à irradier dans le réacteur, les ressortir de manière assez flexible. Un réacteur qui produit de l'électricité, c'est pas du tout pareil. Il est fait pour ne pas s'arrêter. La cuve, elle est fermée, elle est sous pression, et on ne veut surtout pas le gêner avec des expériences ou avec des irradiations de ce genre. Et donc, il y a besoin d'une technologie spécifique qui a été développée par Framatome pour faire ça. Comment insérer et récupérer au bout d'une semaine ou deux, sans perturber le fonctionnement du réacteur qui produit de l'électricité par ailleurs, pour faire ces radioisotopes médicaux. Et donc, ça c'est la technologie qui a été, je vais montrer ensuite sur l'image à quoi ça peut ressembler. C'est une technologie qui a été développée par Framatome et installée. J'insiste sur le fait que c'est une technologie complémentaire. Et je vais m'arrêter un instant sur ce mot complémentaire, parce que je pense qu'il est central, et je vais même sortir de mon domaine de compétences, et vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais je pense qu'on a tendance souvent à raisonner en remplacement. On pense qu'une technologie va remplacer l'autre, c'est très rare. Dans le domaine de l'énergie, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le domaine de l'imagerie médicale, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que dans le domaine de la thérapie, c'est pas non plus comme ça que ça marche. Donc il faut plutôt voir en additionnant les choses.
Nous, on est complètement dans cette approche-là. Les réacteurs de puissance ne vont pas remplacer les réacteurs de recherche. Simplement, dans certains domaines, par exemple le lutécium, on peut venir en complément, on peut finalement aider l'ensemble de cette communauté, que ce soit les réacteurs de recherche, les clients des réacteurs de recherche, on peut les aider à ce que le lutécium se développe le mieux possible pour répondre à la demande qui a été montrée et finalement faire que tout ça, ce soit un succès. Donc ça c'est très important. Et donc, je vais peut-être montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, la photo que vous avez, c'est la centrale de Bruce Power au Canada, avec un certain nombre de réacteurs qui sont de type Candu. Et là, vous avez un schéma du procédé. Donc, ce qu'on va injecter dans le réacteur, c'est cette ampoule qui contient de l'oxyde d'ytterbium, une très faible quantité, c'est 1 gramme, à peu près, un demi-gramme, 1 gramme. Ça fait quelques centimètres de long, qui va être injecté à l'intérieur du réacteur. On peut en injecter plusieurs, et ensuite on peut les récupérer avec évidemment des précautions et des protections contre les rayonnements, donc c'est typiquement des épaisseurs de plomb, pour ensuite pouvoir évacuer ces sites irradiés vers des sites qui vont faire la chimie dont j'ai parlé, et faire ensuite le marquage et la préparation des médicaments. Donc ça a l'air simple comme ça, simplement, il y a quand même tout un sujet de sécurité pour pouvoir entrer et ressortir ces choses-là dans le réacteur. Il faut évidemment pas que ça se retrouve coincé, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de choses pratiques et le diable est dans les détails. Et évidemment, ce n'est pas les détails qu'on montre et qu'on publie. Voilà. Et peut-être quelques points juste pour vous montrer ça. Donc côté Framatome, on a communiqué sur cette aventure qu'on a fait avec la centrale de Bruce Power, une entreprise d'ingénierie qui s'appelle Kinectrix au Canada, une joint venture que nous avons créée avec eux, et un client qui s'appelle ITM, qui est un des plus gros producteurs de lutécium 177 dans le monde, qui est basé du côté de Munich. Donc ça, c'est une première mondiale, en fait. C'est la première fois qu'un réacteur de puissance produisait des réacteurs, des radioisotopes médicaux, à partir d'un réacteur de puissance. Voilà, donc ça c'était en octobre 2022, et ensuite on s'est dit, il faut qu'on continue, parce que la demande, je vous montrerai un graphe, mais en gros va faire x10, si on en croit les projections, va faire x10 en moins de 10 ans, et donc il faut être prêt à faire ces choses-là. Donc il y a des réacteurs du même type en Roumanie. Alors ça tombe bien, c'est sur un autre continent. Alors le lutécium peut traverser l'Atlantique, mais si on peut faire des plateformes sur chacun des continents, ce sera quand même mieux. Donc on travaille avec les Roumains pour faire la même chose chez eux. On a investi dans une petite entreprise qui s'appelle Global Morpho Pharma à Nantes, qui développe des procédés de séparation, y compris en se projetant sur à quoi peut ressembler la séparation quand on aura affaire à de très grandes quantités. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. Et puis, il y a également les Coréens qui nous ont demandé de travailler avec eux. Et donc, vous voyez apparaître un réseau de réacteurs de puissance qui produiront des grandes quantités de lutécium et qui seront capables, avec les réacteurs de recherche, et pas en concurrence avec les réacteurs de recherche, j'insiste sur ce point, c'est extrêmement important, de fournir ce radioisotope qui est nécessaire pour le cancer. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a cet investissement, cette technologie dans Framatome? Est-ce qu'on s'arrête là et finalement Framatome Healthcare fait du lutécium, il s'arrête là? Ou bien est-ce qu'on peut faire d'autres choses? En fait, quand on regarde, quand on interroge aussi les chercheurs, ils nous disent ouais, mais à côté du lutécium, il y a quelque chose qui s'appelle le terbium 161, qui ressemble beaucoup dans sa demi-vie, c'est un peu plus de 6 jours, comme le lutécium, dans la façon dont on le fabrique en réacteur, la façon dont on l'extrait, la façon dont on purifie, tout ça, ça se ressemble beaucoup, mais il a un avantage, c'est qu'il émet un peu plus d'électrons que le lutécium, ça nous intéresse. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit. Donc nous on entend ça, on se dit ça tombe bien, nos systèmes on va les installer, ils pourront faire du lutécium, et si jamais un jour il y a un intérêt, ils pourront faire du terbium. Donc ça c'est assez simple, c'est un positionnement que j'appelle naturel de Framatome là-dessus. Puis quand on interroge les chercheurs, ils nous disent
Il y a d'autres radioéléments qui nous intéressent aussi, c'est les fameux fusils à pompe dont je parlais tout à l'heure, un radioélément alpha, alors j'en ai cité 3 là qui sont présents. L'actinium-225 qui est vraiment la star du moment, tout le monde en parle, tout le monde en veut, tout le monde veut faire de la recherche avec. C'est un radioélément compliqué à faire. Il y a le pont 212, alors là, c'est des cousins, des anciens collègues d'Areva, donc maintenant ça s'appelle Oranomed, qui sont sur ce pont 212. Et puis, il y a aussi la Stade 211, qui a une durée de vie plus courte, qui est par contre plus facile à fabriquer. Donc voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est une question que nous regardons dans Framatome. Je ne peux pas vous donner la conclusion, on n'a pas fini d'explorer ça. Mais il y aurait une envie, en tout cas à mon niveau, une envie de se positionner sur l'un de ces radioisotopes, en tout cas, au moins, peut-être plusieurs, et avec eux. Mais pour ça, il faut qu'on termine notre analyse. Et je terminerai sur quelques graphes. Alors j'ai enlevé les échelles, parce que sinon on va me critiquer, on va dire que voilà, mais c'est quand même pour vous montrer une évolution du marché des radiothérapeutiques. On part, vous voyez, d'un niveau quand même assez bas, et même si c'est écrasé par le reste de la courbe, vous voyez quand même qu'en 10 ans, il y a déjà eu une croissance déjà très importante. Et c'est ce qui avait été indiqué. Par contre, si on en croit les projections, alors ça reste des projections, mais on a un mur devant nous de quantité de radioisotopes à fournir à la médecine nucléaire pour traiter tous les patients qu'il faudra. Et c'est pas d'ailleurs le seul boulot d'étranglement, il y en a d'autres, la prise en charge du patient, etc. Mais il va falloir les produire, tous ces radioisotopes. Alors, j'ai deux citations, et je termine là. Lors d'un séminaire en 2023, un représentant du Big Pharma dit voilà, instabilité dans le monde des radiothérapies internes vectorisées et ne pardonne pas. Donc, on voit bien, il y a beaucoup d'investissements des Big Pharma dans ce domaine, mais ils posent la question est-ce que votre truc là, c'est fiable? Est-ce que je vais pouvoir l'acheter? Est-ce que c'est, comme on dit, scalable? Est-ce que je pourrais passer des petites quantités aux grandes quantités? Est-ce que je pourrais délivrer les bonnes quantités à tous les patients qui en ont besoin? Et puis je termine sur une autre citation, si je veux bien. Voilà, donc ça c'est le guitariste du groupe de rock Duran Duran. En 2018, il a été diagnostiqué d'un cancer à la prostate stade 4. Je crois en début 2023, il a eu un traitement au lutetium et il a choisi à l'été 2023 de s'exprimer sur la question. Donc c'est sa citation. Il dit voilà, on m'avait catégorisé comme en soins intensifs, fin de vie, et maintenant c'est plus le cas et je n'ai plus de symptômes. La différence, c'est que je pense qu'il était alité, incapable il était dépendant, et maintenant il ne l'est plus. Et je crois que le groupe en question a communiqué sur le fait qu'ils allaient peut-être refaire un album entre eux. Voilà. Donc, ça compte aussi pour Framatome d'être positionné sur des problématiques comme ça. Et donc, en tout cas, c'est absolument notre volonté d'être là. Nous y sommes déjà. Et de nous développer maintenant dans ce domaine, à la fois sur le lutécium et peut-être sur d'autres radioéléments à côté du lutécium. Merci. Merci monsieur François Gaucher. J'ai toujours des problèmes de... Pourtant je touche là. Ça va? Oui, d'accord. Merci de cet exposé également impressionnant. Moi, je viens de retenir que le marché de la radiothérapie en 2032 sera à peu près 30 fois celui d'aujourd'hui. Et c'est un très grand espoir, mais ça pose aussi des problèmes, semble-t-il. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur le Président? Il est très convaincant, François Gaucher. Donc on va produire davantage, on va mettre en place. On s'est déjà engagé pour doubler les capacités à Kincardine, chez Bruce Paul. On va faire probablement un autre isotope. Et également, nos autres composés, nos autres produits se développent.
J'ai appris ce soir qu'on va fournir près de 200 tonnes par an d'hafnium à Smith & Nephew pour un certain nombre de prothèses. L'hafnium, c'est un sous-produit pour nous, on l'enlève soigneusement, et en fait, il a des vertus terribles. Donc, oui, on va continuer à accompagner, à avoir une offre disponible. Juste dire que j'ai particulièrement apprécié votre intervention. Je redirai tout à l'heure en conclusion, mais on a besoin de sécuriser toute la chaîne et on a vraiment conscience que le radioélément, c'est le début de l'histoire et s'il n'y a pas ce début d'histoire, on ne traitera pas les patients. Je le redirai tout à l'heure. Du coup, je redirai aussi, mais si on a un acteur français qui pourrait être leader sur cette histoire qui est en train de s'écrire, voilà. D'autre part, je dois vous préciser aussi que dans notre communauté, les questions autour justement de ces nouvelles technologies pour produire du radioélément sont des questions qui se posent et qui sont posées par les différents acteurs et les médecins. C'est-à-dire que ça intéresse. Et si ça intéresse, il y a une preuve aussi qu'il se passe quelque chose. Hier, il y avait un congrès important de radiothérapie intervectorisée, c'était la première édition. Il y a eu énormément de monde et on a commencé par quoi? Par la production de radioéléments et les nouvelles technologies. Donc, à vous de peut-être prendre le train, vous l'avez déjà pris. Puis tout à l'heure, j'essaierai de répondre de où on va. Vous avez posé la question, alpha-thérapie ou pas. On a des conditions au niveau médical. Si l'industriel n'est pas au rendez-vous pour nous fournir le radioélément, on aura un réel problème. Nous sommes condamnés à nous entendre. Bien, nous avons une quinzaine de... Nous avons une quinzaine de minutes pour des questions. La salle, si vous voulez donner votre nom, prénom, monsieur, et à qui elle s'adresse. Dominique Chauvin, prospectiviste. Ma question est prospective, du coup, elle nécessite, je crains, votre indulgence. Si j'ai bien compris, l'irradiation des radioéléments se fait dans des réacteurs de puissance que vous adaptez, ou que vous utilisez en conséquence, ou alors dans des réacteurs de recherche qui sont peu nombreux et vieillissants. Et par ailleurs, on a vu dans le monde nucléaire apparaître, il y a quelque temps, des SMR, des petits réacteurs. Est-ce que pour répondre à cette demande, fabriquer tous ces iso-éléments, tous ces radioéléments, à terme, il n'y aura pas des petits réacteurs adaptés à ce métier pour être plus comment dire, ajustés à cette action, ou est-ce que économiquement ça n'a pas de sens? En fait, les SMR dont vous parlez, je pense qu'ils vont ressembler aux réacteurs de puissance dans leur problématique, c'est-à-dire le SMR va être construit pour d'autres raisons. Non, mais il va être construit pour fournir de l'électricité ou de la chaleur, typiquement, et par contre, avec, je dirais, la même ingéniosité, il n'est pas interdit d'aller utiliser quelques neutrons de ces SMR pour faire des radioéléments comme on le fait en réacteur de puissance. Donc il n'y a pas d'impossibilité physique. Après, on pourra rentrer dans le détail du rendement. Est-ce que le rendement est bon? Ça dépend du design du SMR. Mais oui, il n'y a aucune impossibilité d'aller dans cette direction. Absolument. Un des succès remportés par la réacteur de puissance, et le cas de Bruce Power dans l'Ontario est assez exemplaire, c'est des extensions de durée de vie de ces réacteurs. Et pour ces opérateurs, c'est des investissements importants, justifiés par les besoins énergétiques de leur pays, mais en même temps un moyen de montrer l'intérêt du nucléaire. Donc les opérateurs qui augmentent la durée de vie ont
une affinité pour ce genre de projet qui confie au-delà de l'énergie une utilité. Et puis quand ça fonctionne, le réacteur ne se rend même pas compte, il y a une capacité de production énorme. Et donc ça dépend des montages. Donc je pense que quelque part ils sont plus structurés avec des grosses équipes techniques autour. C'est plus facile de l'aborder comme ça. Mais bien sûr, l'histoire reste à écrire, y compris avec les SMR. Monsieur le professeur, allez-y. Je voulais vous remercier M. Talbot, médecin nucléaire. Je voulais remercier M. Boucher pour son exposé fort intéressant. Je voulais poser une petite question un peu technique, excusez-moi, mais je pense que ça va intéresser les médecins nucléaires ici présents. Comme vous le savez, dans le lutetium de 177, vous avez rajouté cet extrait NCE. Ça veut dire clairement que vous n'avez pas dedans du lutetium 177M, qui est une catastrophe. Puisqu'il est très long, puisqu'il va abîmer l'environnement, et ça, on en a encore trop parlé. Donc, j'espère qu'avec les réacteurs de puissance, parce que ça c'est vraiment une nouveauté fort intéressante, mais est-ce que vous allez maîtriser suffisamment le spectre des neutrons pour ne pas avoir le 177M dans l'exemple du lutetium, mais aussi dans les autres radionucléides, parce que vous ne les séparez bien entendu pas par les méthodes chimiques. Non, on ne peut pas. Une fois qu'il est produit, il se retrouve dans le produit final, donc vous avez raison. Donc juste pour... je vais essayer de... J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais il existe deux types de lutetium. Historiquement, c'est un lutetium qui était obtenu par une autre voie, toujours en réacteur, mais avec une réaction nucléaire plus simple, à partir d'un produit de départ plus simple, mais qui a quelque part la mobilité d'entraîner, en même temps que le produit qui est intéressant, d'autres isotopes du lutetium qu'on n'arrive pas à séparer. Et donc, il y a une voie qui permet d'obtenir un lutetium de meilleure qualité, plus concentré, d'une certaine manière, qu'on appelle non-carrier added, et c'est ça qu'on fait dans nos centrales. Donc, à ma connaissance, c'est un produit qui respecte les normes du non-carrier added. Il n'y a pas de différence entre celui qui est produit en réacteur de puissance par rapport à celui qui est produit en réacteur de recherche, d'un point de vue du spectre neutronique ou des choses comme ça. D'un point de vue, si on regarde la pure productivité par neutron, les réacteurs de recherche sont un peu meilleurs parce que les neutrons sont plus concentrés dans ce type de réacteur que dans un réacteur de puissance, qui sont des machines plus grosses, mais on arrive à le compenser par la durée d'irradiation et à la fin obtenir un produit de bonne qualité qui est accepté par, en particulier là au Canada, par nos clients ITM, qui connaît très bien la production des réacteurs de recherche et qui accepte aussi notre produit. Donc ça nous donne confiance. Par contre, on a décidé d'investir dès le départ dans ce lutetium de bonne qualité, non-carrier added, et nous ne sommes pas partis sur le lutetium qui a fait les débuts, je dirais, des traitements au lutetium, et qui nous semblait avoir un petit peu moins d'avenir. En tout cas, c'est le message qu'on recevait de la communauté de la médecine nucléaire. Monsieur. Oui, merci pour cette belle présentation. Fabien Yaffi, je suis médecin nucléaire aussi. Nous, quand on injecte des médicaments, on veut être sûr de la modalité de la synthèse qui a été faite, et donc on a des règles qui s'appellent Good Medical Practice pour s'assurer que le circuit de synthèse est bien maîtrisé. Enfin, je pense peut-être que vous avez des choses similaires. La question que je me posais, c'est qu'on entend que souvent, quand vous avez un médicament qui est approuvé, en particulier tel que pour la thérapie, on a besoin de s'assurer aussi que la partie radioactive de l'élément, il y a un suivi clair de l'élément père jusqu'à l'élément radioactif qu'on va utiliser. Et parfois, on entend qu'il y a des changements éventuellement d'éléments, de sources d'approvisionnement des éléments pairs qui peuvent nécessiter des resoumissions aux autorités parce que j'imagine avoir des impuretés. Et quand on discute de la montée en fait en échelle, en volume, comment voyez-vous cette nécessité de monter en fait en justement ces volumes, tout en s'assurant que on injecte finalement des choses similaires par rapport aussi en termes de sécurité d'injection. Est-ce que vous avez la capacité à monter les volumes avec des mêmes sources d'approvisionnement, ou est-ce qu'il faudra éventuellement avoir à chaque fois des resoumissions aux autorités pour chacune des sources d'approvisionnement? Oui, alors ça, il y a un durcissement aujourd'hui de la part des autorités du médicament. Elles souhaitent plus de traçabilité et de plus en plus vers l'amont.
Et donc ça peut arriver à des situations telles que vous la décrivez, c'est-à-dire où finalement il faut tout décrire dans un dossier et chaque changement doit être... voilà. Dans le domaine, à ma connaissance, dans le domaine des radiomédicaments, on arrive encore aujourd'hui à tracer une frontière pour laquelle l'irradiation et les premières étapes chimiques échappent encore un peu à ce dossier de manière parce qu'on est capable de démontrer que les règles du goût de, les GLP, les BLP, voilà, les bonnes pratiques de fabrication sont appliquées à partir d'un certain stade et que la démonstration qui est faite sur ce qui est en amont est un peu moins, je dirais, rigide. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse, mais ça suppose des démonstrations qui sont liées à, en particulier, comment on va faire la séparation. Voilà. La deuxième chose, c'est, vous avez vu, ça ne sert pas à grand-chose en termes de sécurité d'approvisionnement si un médicament, finalement, n'est fabriqué que dans un seul réacteur, parce qu'on a été obligé de tout fixer dans un dossier qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas changer. Donc, au contraire, il faut qu'on ait quelque part suffisamment de normes et de démonstrations que l'approvisionnement en matériaux de départ, la façon dont l'irradiation est conduite, jusqu'à un certain point, que ces choses-là peuvent, au contraire, être décrites dans un dossier peut-être plus global et qui permet de créer de la sécurité d'approvisionnement. Ce que j'appelle la sécurité d'approvisionnement, c'est qu'un réacteur, ça s'arrête pour faire de la maintenance. Les réacteurs de recherche ont même tendance à s'arrêter assez souvent, tous les 3 mois ou tous les 2 mois, rares sont les réacteurs qui fonctionnent 300 jours par an. Il y a beaucoup de réacteurs de recherche qui fonctionnent plutôt la moitié de l'année. Ça veut dire pendant ce temps-là, ils ne produisent pas pour les patients. Les réacteurs de puissance de type Cordoue, eux, ils ont tendance à fonctionner longtemps sans interruption, par exemple 2 ans sans interruption, mais après ils s'arrêtent parfois pour des durées assez longues. Donc il faut qu'on puisse combiner ça, donc typiquement organiser le planning d'arrêt des réacteurs pour qu'à tout moment il y en a un qui fonctionne et qu'au moins pour le matériau de départ, les choses puissent être décrites de manière suffisamment générique pour ensuite rentrer dans un processus GMP selon les bonnes pratiques de fabrication de la pharmacie. Mais c'est un sujet, hein, ça c'est absolument clair. Mais la volonté, et je pense qu'il y a quand même de la compréhension de la part des autorités qu'il faut laisser cette flexibilité-là, mais c'est encore à bâtir à ma connaissance. Quel niveau d'impureté vous considérez comme... Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en parler après. D'autres questions? Ah, là-bas. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Bélix Stéphanie, je suis actuellement en thèse au CEA, en électronique. J'avais juste une question concernant sur la production des isotopes. On a relevé le problème de... le principal producteur d'isotopes, ce sont les réacteurs expérimentaux. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, donc il n'y en a plus beaucoup avec la fermeture d'Astrid, il y avait la fermeture aussi des réacteurs expérimentaux à Saclay. Et merci d'avoir présenté du coup le nouveau moyen qui est hyper intéressant de production d'isotopes dans les réacteurs Candoux. Mais j'avais une question concernant point de vue économique. Est-ce que ça coûterait moins cher et est-ce que ça serait peut-être plus... il y aura un meilleur intérêt pour la France d'investir dans des anciens réacteurs expérimentaux, étant donné que le coût d'un réacteur expérimental aujourd'hui est assez élevé, dans la modélisation d'anciens réacteurs comme en Europe de l'Est, en Slovénie, en Hongrie, et notamment à Belgrade, où il y a un réacteur expérimental avec à eau lourde, donc du même type que le réacteur Candoux, et qui pourrait du coup répondre à cette problématique de le réacteur Candoux en Roumanie qui fonctionne pendant 1 an et demi, nous approvisionne en termes de radioisotopes, notamment le lutetium, et puis en période d'arrêt, on
pourrait du coup utiliser ces réacteurs expérimentaux. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai insisté sur le terme complémentaire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne prétend vraiment pas que l'un remplace l'autre. Les opérateurs des réacteurs que vous citez, ils ont compris l'intérêt des extensions de durée de vie, donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour investir dans leur outil existant, pour le prolonger. Framatome d'ailleurs est capable de leur fournir des solutions par rapport à ça, parce qu'on a l'habitude de fournir ces solutions pour les réacteurs de puissance. Donc, oui, bien sûr, il faut le faire. Il faut prolonger la durée de vie des réacteurs de recherche existants le plus longtemps possible. Et moi, je leur souhaite, c'est d'ailleurs pour certains d'entre eux mes clients, donc je leur souhaite de vivre le plus longtemps possible. C'est évident qu'il faut faire ça. Ce que la communauté des réacteurs de recherche elle-même dit de plus en plus dans les conférences, c'est qu'ils voient ces grandes quantités là, qui arrivent, ces besoins importants, et ils ont conscience. Alors, ils ont évidemment envie de se positionner, donc ils travaillent, ils optimisent le nombre d'emplacements d'irradiation, les rotations, le nombre de jours de fonctionnement, enfin, donc ils optimisent pour augmenter leur capacité d'irradiation, et c'est très bien, mais ils savent que ça ne suffira pas. Donc ils le disent clairement, ils savent que ça suffit. C'est là que nous, on arrive en disant, ben, on va, en tout cas sur les gros volumes, comme le lutécium, on va vous aider. J'insiste sur un point, il y a des choses qu'on ne peut pas faire facilement en réacteur de puissance. Typiquement, faire du molybdène de fission, on a du mal, on ne peut pas bien le faire en réacteur de puissance, parce que quelque part l'acide chauffe beaucoup, et c'est quelque chose qu'on va éviter de faire dans un réacteur qui produit de l'électricité. Voilà, donc on préférera le faire en réacteur de recherche, qui est beaucoup plus adapté pour ces choses-là. Donc, de toute façon, il y a un certain nombre de radioisotopes importants, comme le molybdène, qui ne sera pas fait en réacteur de puissance. De toute façon. Donc c'est les deux. Il y a peut-être un élément. Je connais mieux que moi les prix des réacteurs de recherche, mais ça peut se compter en milliards pour faire un nouveau réacteur. Là, on parle d'investissement dans un réacteur de puissance de quelques dizaines de millions de dollars. Donc la réponse économique, vous l'avez là. C'est faire un projet de quelques dizaines de millions, on peut le faire. C'est une décision. Oui, alors moderniser, étendre la durée de vie, c'est toujours un bon pari. C'est pour ça que d'ailleurs, en ce moment, dans le monde entier, tout le monde essaye. Les gens ne sont plus en train de faire des économies et des ajouts bientôt arrêter mon réacteur. Ils regardent tout ce qui est possible pour augmenter la durée de vie du réacteur, augmenter la puissance, avoir des combustibles qui permettent de faire des cycles plus longs. Donc ça, c'est une logique générale qui reste vraie. Mais quand ils ont augmenté, ils ont optimisé leur réacteur, s'il en manque, la décision d'en faire un nouveau, c'est une autre histoire. Par rapport à nous, on met quelques dizaines de millions, puis on le fait. Une dernière, avant. Oui, il n'y a personne d'autre, parce que là, vous récidivez, monsieur. Récidivez, alors. C'est la dernière. Monsieur Fontana, je voulais revenir à votre introduction. Vous avez mentionné un nouvel objectif important qui est le lead time. Et c'est très important, effectivement. Mais il y a un élément qui impacte le lead time pour lequel vous n'êtes pas maître du tout. C'est tout ce qui est le contrôle et tout ce qui va dépendre de l'ASN. Et la question, c'est comment ce message pourrait être aussi passé à l'ASN de façon en accompagnement avec vos techniques à maintenir ce lead time. Je vais prendre qu'un seul exemple. C'est le réacteur Genie, la start-up, et son concepteur dit qu'il sera prêt à fin 2026 comme annoncé. Mais on me dit partout que ce n'est pas possible à cause effectivement de l'ASN. C'est donc dans 2 ans et demi. Est-ce qu'il n'y a pas un message ou une posture ou des moyens pour que les deux soient au rendez-vous en fin 2026? Je ne vais pas rentrer dans le cas spécifique de Chili. Parfois, on entend ces remarques-là. C'est sûr que les contrôles prennent du temps.
Mais dans la vie de Framatome, 80% des délais, c'est nous qui nous les infligeons nous-mêmes, ou avec nos clients, entre nos ingénieries, nos usines, etc. Donc je pense qu'on peut déjà traiter 80% du sujet à nos portes. Et puis, bien sûr, les autorités de sûreté, elles écoutent, elles sont sensibles au délai, mais c'est un peu facile parfois. Traitons déjà tout ce qui est de notre niveau. Et il y a du boulot. Bien. Bien, écoutez, maintenant nous allons passer à la phase conclusion. Monsieur Cachin, vous nous avez dit que vous auriez des choses à dire en plus. A priori, j'ai la voix qui porte, donc je peux me passer le micro. Ça marche. Oui, il marche. Il y a beaucoup de notions qui ont été abordées. Je vais peut-être revenir en guise de conclusion et peut-être de résumer des points qui, pour nous, côté médecine nucléaire, donc je dirais à la fin du workflow, nous paraissent importants. Je vous l'ai dit, pour nous, c'est un... Pour nous, c'est vraiment un changement de paradigme. Mais pourquoi? Et je pense qu'il faut vraiment le garder à l'esprit. S'il y a une révolution en médecine nucléaire avec la thérapie, je l'ai dit, mais je réinsiste dessus, c'est parce qu'on a un impact sur la survie. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit dans tous les changements thérapeutiques et les développements des médicaments radiopharmaceutiques. Si on ne démontre pas en recherche pendant les phases 3 qu'il y a un impact sur la prise en charge, le produit va s'arrêter. Très clairement, il n'ira pas plus loin. Donc c'est vraiment un endpoint que nous devons regarder. Comment il va falloir qu'on se structure? Je l'ai dit, je vais réinsister dessus. Il faut qu'on se structure en centre théranostiques. Ça veut dire qu'il faut porter ces notions auprès des tutelles, auprès de nos gouvernants, pour qu'ils nous entendent et qu'ils nous écoutent. Il y a plusieurs façons de concevoir le territoire, mais il faut porter cette information. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on part sur une trentaine de centres théranostiques, eh bien, il y a une trentaine de CHU et de CLCC. Vous voyez qu'on peut s'organiser, trouver les moyens pour y aller. La loi nous aide, sachez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une évolution de la réglementation au niveau de la loi, et vous voyez que maintenant, les services de médecine nucléaire, il y aura deux types de mentions. Il y a la mention A, diagnostic, et la mention B, thérapeutique. Ce n'est pas pour rien, c'est nouveau. Ça veut dire que dans la structuration du territoire, on va identifier des lieux pour traiter les patients. Et ça recoupe avec la stratégie de centre théranostiques. Combien ça va coûter? C'est un élément extrêmement important. Et là aussi, on a besoin de tous les acteurs pour trouver des solutions. Je vous l'ai dit, c'est 680 millions d'euros. Si on relativise ou si on se rapporte au coût santé, il y a un peu plus de 300 000 cancers, nouveaux cas de cancer en France. C'est 16 milliards d'euros de dépenses pour traiter le cancer, donc ça c'est global. Et parmi ces 16 milliards, c'est 3 milliards pour les chimiothérapies et les thérapies ciblées. Les traitements innovants, tout compris, c'est 1 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros. Donc notre stratégie, c'est que, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, 0,5 milliard d'euros de plus. Il faut porter cette parole, convaincre les tutelles pour investir sur ce traitement qui augmente la survie. C'est important. Les big pharma, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un élément important, ne s'y trompe pas. C'est complètement nouveau pour nous. On voit arriver des acteurs, des big pharma qui ont des moyens que l'on ne connaissait pas. Vous voyez ce qui est anticipé ici, une croissance de 9 milliards d'euros à plus de 25 milliards d'euros sur un délai relativement court, c'est la courbe que vous avez montrée tout à l'heure. Et on le vit au jour le jour. Je discutais avec un acteur industriel important qui fait du MRP, qui me disait qu'en 6 mois, il y a eu 3 milliards d'euros échangés autour du médicament radiopharmaceutique. C'est complètement incroyable, ça ne se voyait pas. Donc, encore une fois, pour nous, on voit des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des grosses big pharma, et qui ont des moyens qui peuvent nous intéresser aussi. 10% de croissance pour la thérapie.
je ne réinsiste pas là-dessus. Ça se traduit aussi, c'est un élément important, dans le prévisionnel du nombre de caméras. Le nombre de caméras va être en croissance pour les nombres de spectres et le nombre de TEP. Et vous voyez que le prévisionnel est tout à fait favorable également pour la médecine nucléaire. Alors finalement, comment on pourrait voir avec Framatome, comment on peut réfléchir ensemble? Alors voilà, la médecine nucléaire dans 15 ans, ça sera ça. C'est actuellement, donc ça c'est un cabinet d'investissement qui a publié, on voit ces diapositives maintenant partout. Vous avez ici les 2 molécules phares qui sont actuellement sur le market, ici. Ici les phases 3 actuelles, donc les phases 2 bientôt sur le marché dans 5 ans, ici les phases 1 dans 10 ans, et ici tout ce qui est préclinique. Il y a plus d'une 50aine d'entreprises qui sont en train de développer des médicaments radiopharmaceutiques. Alors, depuis l'apparition de cette diapositive, il y en a plus. Il faut 15 ans pour développer un médicament radiopharmaceutique et pour arriver en clinique. Ce qui est important et ce qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est les radioéléments qui sont utilisés. Vous avez raison, il y a le lutécium, et on le retrouve partout, le lutécium-177, mais si on regarde la couleur des carrés et la forme des carrés, on va retrouver de l'actinium, et toujours de l'actinium-225, du plomb-211, un peu de d'iode-131. Il ne figure pas, mais sur une mise à jour que je n'ai pas pu, moi, rajouter ici, il y a le petit terbium qu'on voit arriver, qui est pour nous extrêmement intéressant, parce que le terbium est un radioélément qui peut se décliner en TEP, que diagnostic, en spectre, je l'ai dit tout à l'heure, en alpha et en bêta. Ce n'est pas le même, mais pour nous, c'est une sorte de couteau suisse. Le message, il est le suivant. Sur les 15 ans, il y en a un certain nombre qui vont arriver en clinique, et certains, il faut regarder aussi à quel type de cancer ils vont s'adresser, s'ils sont à forte incidence ou pas. Alors, comment on pourrait regarder ça? Vous l'avez dit, et je vais réinsister dessus, c'est la problématique de la supply chain. Nous, on est en fin de ligne. Si vous ne nous amenez pas des radioéléments, tout s'arrête. Et on ne va pas traiter des patients. C'est déjà arrivé, vous le disiez tout à l'heure. On a eu des ruptures d'approvisionnement diagnostique au technétium que nous avons tous vécu ici difficilement, où nous ne pouvions plus faire nos scintigraphies. Il y a 1 an et demi, il y a eu une rupture d'approvisionnement de lutécium dans nos équipes ici, présents. Nous devions traiter des patients avec PSMA lutécium, nous n'avons pas pu les traiter. Donc il y a vraiment une problématique supply chain. J'ai l'habitude de dire que nous, en médecine, on nous demande, les tutelles nous demandent d'avoir un suivi de soins, ce qu'on appelle la permanence des soins. 24 heures sur 24, il serait bon de remonter très en amont pour qu'on ait 24 heures sur 24, pas de problématique de supply chain pour rendre service à nos patients. C'est du theranostic, je vous ai mis ici les différents radioéléments, fluor, gallium, ça on est sûr de ne pas se tromper, le zirconium est discuté, le cuivre et le terbium aussi, l'indium, et pour la partie thérapie, vous êtes sûr de ne pas vous tromper avec le 177 lutécium, l'alpha-thérapie avec l'actinium et les plombs et autres, et puis le terbium, j'ai même oublié de mettre l'actinium tellement il est évident, parce qu'il a probablement une augmentation de la survie encore supérieure, mais le terbium aussi a été très discuté par exemple hier. Là aussi, vous pourriez peut-être nous aider, on a besoin d'être aidé, ne serait-ce que financièrement aussi, c'est-à-dire tout soutien d'aide au niveau de nos actions. Je pense à une tout à fait drastique. On a besoin de monter des registres de suivi de patients. On traite les patients, mais on a besoin d'avoir des financements pour ça. Donc, toute aide pour suivre l'évolution de nos patients dans le traitement, ce qu'on appelle des phases 4, sera bienvenue. On a besoin de soutien dans la recherche, car, pour être très pragmatique, quand on challenge des appels à projets académiques, on est contre. Et là, j'ai considéré qu'on est sur la même famille de la radioactivité. On est contre d'autres molécules d'oncologie, les immunothérapies et autres. Et la médecine nucléaire n'avait pas une aura extraordinaire. Donc on a besoin, de porter l'aura de la médecine nucléaire, de porter cette bonne parole, et d'être aidé également et de soutenir la recherche académique en médecine nucléaire. Voilà, donc si je dois résumer, supply chain, il nous aider, et je pense qu'avec Framatome, on peut peut-être avoir des terrains d'entente. Merci. Je pense que Framatome doit répondre et conclure. Qui le fait? Tiens, là.
Et merci pour cette conclusion et ces encouragements. Vous avez évoqué la permanence des soins. Nous sommes dans une industrie où vous aimez avoir de l'électricité 24h/24 aussi. Donc on est également assez attentif à la permanence, à la continuité. Nous avons des organisations qui sont faites pour cela et qui sont mobilisées pour assurer cette continuité. Je vous remercie pour les encouragements et je constate que les propositions de mon collègue François Gaucher sont très cohérentes avec les besoins que vous exprimez. Donc oui, c'est un choix que nous avons fait parce que ce sont nos technologies, ça nous tire vers le haut, ça améliore nos technologies, ça attire nos salariés, ça les engage, ça contribue à la réputation aussi de nos technologies. Donc oui, vous pouvez compter sur l'engagement de Framatome dans cette direction. Nous avons créé Framatome Healthcare pour ça. J'évoquais tout à l'heure, nous avons des matériaux, nous faisons du zirconium de haute pureté pour nos combustibles nucléaires, nous faisons du hafnium, nous trouvons également de nouveaux débouchés, avec les mêmes enjeux. Nos clients nous disent on en veut plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous en donner plus? Et donc, alors que nous investissons pour améliorer nos capacités à livrer, eh bien c'est une retombée positive pour nous d'avoir cette dimension-là. Donc oui, donc merci pour cette main tendue et la revoilà. Je remercie chaleureusement les trois intervenants. Je remercie aussi la salle pour son attention et ses questions. Et je crois que nous allons nous arrêter là.